Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue sur MBTV, la télé 100% pour l'économie et le monde des affaires du Mali, dans votre émission Débat économique. Le débat économique est une émission d'analyse, de décryptage sur toutes les questions économiques du Mali. Ce soir, nous avons comme thème crise sanitaire, sécuritaire et économique. Et pour parler de ces thèmes, nous recevons sur ce plateau professeur Abdul Karim Djamtine. Bonsoir, Monsieur Djamtine. Bonsoir à vous et bonsoir également aux téléspectateurs. Soyez les bienvenus. Merci. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Professeur Abdul Karim Djamtine, je suis économiste. Je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Monsieur Djamtine, suite à l'éclatement de la crise politique et sécuritaire en 2012, qui a ralenti plusieurs secteurs économiques au Mali, quels sont les principaux secteurs qui ont été touchés par cette crise? Je crois que si on se rappelle la crise de 2012, elle a été une crise globale. Oui. Parce que elle a commencé à Aguelok, mais vous conviendrez avec moi que tout le nord du pays a été occupé. Et donc, ça voudrait dire qu'aucun secteur n'a été épargné. Parce que quand vous regardez un peu l'activité économique au niveau des régions septentrionales du Mali, c'est l'agriculture, la principale activité. Ensuite, l'élevage. Bon, aussi, un autre secteur qui avait une certaine importance, qui était même en train de très monter au nord, c'était le secteur du tourisme. Et donc, tous les secteurs ont été affectés parce qu'il y a eu des déplacements massifs des populations, l'insécurité grandissante. Vous savez, quand il y a l'insécurité, vous ne pouvez pas cultiver l'agriculture. Vous avez des difficultés d'accéder à vos champs. Il y a des morts suite à des affrontements. Et vous vous souvenez très bien des sites historiques au niveau de Tombouctou qui ont été saccagés, n'est-ce pas, par certains groupes, n'est-ce pas, groupes armés. Oui. Or, dans ce pays-là, il y a certaines zones qui étaient un peu en train de... qui avaient une certaine importance dans le domaine culturel et touristique. C'était en général Tombouctou. Tombouctou, si vous vous souvenez très bien. Même, je me souviens en 2012, combien, il y avait même les festivals, des dromadaires, beaucoup d'autres choses. Oui. Aussi, même quand vous venez un peu vers le centre, la région de Mopti, ouais, c'était des zones par excellence touristiques. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui dans le cadre de ce pays, c'est une crise qui a commencé au nord. Elle s'est propagée, elle a voulu prendre tout le pays, affecter l'ensemble des secteurs. Donc, pour vous dire que aucun secteur au nord n'a été épargné, même l'administration publique, parce que la crise, elle s'est soldée par le départ des représentants des agents de l'État qui ont déserté les différentes localités, les forces armées, tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on a du mal à redéployer l'administration. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'organisation, le secteur privé aussi, les affaires, il n'y a plus d'affaires. Parce que même au nord, souvent, les marchés publics, les différents investissements qu'on réalise, souvent ça crée des emplois, des initiatives. Et donc tout ça est parti à l'eau. Le quotidien des populations, comme je l'ai dit, agricole, l'élevage, la pêche et surtout le tourisme, tout a été bafoué. Et le tourisme, zéro. Ça a complètement anéanti les activités touristiques. Oh, il y a deux éléments qui vont de pair souvent. C'est l'artisanat et le tourisme. Tout à fait. Parce que souvent, lorsqu'il y a des populations, quand je dis non résidentes, je ne préfère pas trop étrangères, parce que même quand des populations qui résident à Bamako ou bien d'autres localités du Mali vont vers le nord, ils sont curieux de découvrir beaucoup d'autres choses. Donc souvent, ils procèdent à des achats, beaucoup de choses. Donc du coup, voilà. Mais s'il n'y a pas de touristes, de visiteurs, les biens artisanaux aussi sentent forcément, l'effet forcément. Ça se répercute sur le niveau de commercialisation et le niveau de développement. Voilà, merci. Des crises politiques et sécuritaires s'en enjointent
la COVID-19, qui a bien affecté l'ordre économique mondial. Comment le Mali a subi et géré économiquement cette crise sanitaire? Bon, vous savez, votre question, elle est intéressante, elle me fait rire. Vous savez pourquoi elle me fait rire? Parce que je me demande si le Mali a géré cette crise. Ah bon? Oui. Le Mali a suivi les autres. Le Mali est un éternel suiveur comme beaucoup d'autres pays. Vous savez, c'est ce qui fait mal un peu dans ce pays. Quand la crise est intervenue, en Chine, avec les pays occidentaux, dès lors que notre maître, la France, s'est réunie en conseil de défense pour prendre des décisions, restriction des déplacements, tant, les heures qui ont suivi, les sous-préfets se sont réunis pour prendre les mêmes décisions, pour gérer comme les maîtres ont décidé. Est-ce que comme ça, c'est vous qui gérez? Non. Vous ne faites qu'à appliquer certaines décisions qui sont prises ailleurs, ou soit qui sont, c'est comme si vous sont dictées. Au niveau national, le gouvernement a consenti, je crois, à hauteur de près de 500 combien de milliards là, pour venir en aide aux populations, des mesures urgentes. Vous avez vu, on dit pour aider les gens, ils ont fait même au niveau des factures d'électricité, il y a eu des faveurs. Je crois qu'on nous a permis de prendre un montant de 10 000 francs pendant un mois donné. Aussi, il y a eu des distributions de vivres. Donc, on était censé doter des gens en masques, mais Dieu seul sait qui sont ceux-là qui ont réellement touché ces masques-là. Ce n'est pas un phénomène nouveau au Mali, au fait. Vous savez, les sous, on les débloque. Maintenant, dans la mise en œuvre des politiques édictées, il y a souvent un véritable problème. Il y a le problème des ciblages. Même, allez-y, demandez souvent les riz. Je me souviens, je préfère me taire, les riz qui sont été souvent débloqués dans certains quartiers au niveau des chefs de village pour répartir auprès des populations vulnérables. Oui. Tout le monde sait souvent comment la distribution soit été faite. Donc, le gouvernement a tenté de prendre des mesures d'abord de soutien en débloquant des moyens financiers importants. Au-delà, le gouvernement a imposé des mesures restrictives. La fermeture des marchés, voilà, jusqu'à 16 heures, on descendait tôt, couvre-feu, des restaurants. C'est vrai. Donc la restriction des déplacements, même ils avaient souvent voulu édicter des mesures de distanciation, soit même dans les transports communs, beaucoup d'autres choses. Au-delà des mesures de protection, le port de masques. Donc un ensemble de mesures, n'est-ce pas, a été prise pour permettre de contenir un peu le fléau. Mais souvent, quand vous voyez, comme j'ai dit, est-ce que le gouvernement a géré? Quand vous voyez que c'est souvent presque la même copie conforme. Oui. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans les différents pays, parce que le chef en haut, c'est comme ça, lui, il a tenté de gérer ça chez lui. C'est pourquoi j'ai dit, je me demande si le gouvernement a géré. Sinon, je sais que des mesures, des initiatives ont été prises. Mais est-ce que ces initiatives émanaient forcément de nous? Je doute fort bien. Et c'est ça le véritable problème de développement chez nous. Oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à la base de toute la réflexion qui devrait nous permettre d'aller de l'avant, de nous développer. C'est ça le véritable problème. Et donc, c'est comme la crise du Covid ou d'autres crises constituent de véritables opportunités souvent pour permettre à un pays de rebondir. Faudrait-il que vous sachiez profiter, n'est-ce pas, de la crise. Parce que vous voyez même les industries, le vaccin, les industries qui sont derrière ça à travers le monde. Mais ça fait rentrer des sous énormes pour ces pays. Parce que tout le monde entier achète chez vous. Mais nous, quelle a été notre contribution? La recherche, d'autres niveaux, quelle a été leur contribution? Absolument du suivisme, absolument rien. Voilà pourquoi je me dis, est-ce que nous avons réellement géré? Avec toutes ces crises, est-ce que le Mali peut résister économiquement à long terme? Le Mali peut résister. Le Mali n'a pas le choix que de résister. Vous savez, lorsque vous êtes acculé dans votre dernier retranchement, c'est une question de survie. Vous n'avez le choix que de résister.
Maintenant, comment résister? C'est ça la question, parce qu'au fait, jusqu'à présent, nous avons tenté, je ne sais pas si c'est de nous adapter. Bon, même souvent, l'adaptation, elle n'est pas souvent mal, mais il faut savoir s'adapter également, quoi. Parce que, imaginez, chaque fois qu'il y a une crise, nous sommes toujours surpris. On dit il y a une crise, vraiment il y a une crise, vraiment on ne savait pas qu'il va. Mais l'on doit avoir le cerveau, le management pour pouvoir réfléchir, anticiper, etc. Éviter dès lors que, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, le premier couillon n'est pas couillon, c'est le second qui est couillon. Une première fois, la crise vous a surpris. Mais la seconde fois, elle ne devait pas vous surprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que la crise est venue montrer? La crise est venue montrer que tel que nous concevons nos politiques, il faut qu'on change. Vous savez, la crise, tout le monde le savait, que nous n'étions à la base de rien. Au fait, nous étions des sociétés extraverties, exposées, vulnérables. La crise est venue montrer ça. D'abord, la crise sanitaire. Vaccin. Quelle a été notre contribution dans la recherche de la solution de la crise au niveau national global? Absolument rien. Donc, toutes les solutions qui ont été proposées, souvent sont les solutions qui nous viennent d'ailleurs, les autres, et nous ne faisons que consommer. Même souvent, s'il y a un remède, vous allez entendre, oui, la France, apparemment, ils ont essayé de trouver, aux États-Unis, ils ont trouvé, et nous, on prête les oreilles, on est là, on dit, on va voir s'ils ont trouvé ou pas. Oui. Donc, vous voyez, nous sommes dans cette attitude qui consiste à nous asseoir, à attendre, donc à subir. Donc, quand c'est comme ça, quel avenir vous avez? Votre avenir est connu. C'est-à-dire que c'est ce que les autres auront laissé, ce que les autres auront voulu que vous soyez, c'est ce que vous allez être. C'est pourquoi nos conditions ne feront que se détruire. Maintenant, comment nous devons résister? Il faudrait que désormais nous commencions à réfléchir de par nous-mêmes par rapport à tout ce que nous faisons et ce que nous voulons devenir être. Je ne peux pas comprendre qu'une crise COVID, comme le Covid-19 intervient et que les médecins, les chercheurs maliens, on ne les a pas mis dans les conditions, on n'a pas débloqué des moyens, que ceux-là fassent des recherches et qu'eux-mêmes ça essaie, ils nous convainquent, ils disent voilà, nous les Maliens, voici ce qu'on a trouvé comme remède, voici comment on a trouvé, ainsi de suite. C'est ça, oui. Jamais. Tout l'argent qu'on débloque pour essayer de solutionner ces crises, qu'on envoie là-bas, je vous dis, si on donne seulement que, ne serait-ce que le 10e, on essaie d'encadrer le domaine de la recherche, je vous jure, nous avons des milliers de génies ici qui vont prouver qu'ils sont capables de tout. Mais c'est ce que les autres ont fait dans les autres pays. Oui. Mais les vaccins, Johnson, et Sputnik, je ne sais pas comment ça, et l'autre encore, AstraZeneca, tout ça, mais ça venait d'où? Ce sont des décideurs là-bas qui ont motivé, mis en place les conditions pour que les intelligences puissent réfléchir, faire sortir quelque chose. Mais ici, vous avez vu ça quand? Ça n'existe pas. Nous sommes dans une société extravertie. C'est que nous mangeons, nous ne sommes pas la base. Dites-moi, ce que vous mangez, contrôlez quoi? Regardez votre habillement. Vous riez, mais c'est ça l'économie. Oui. C'est ça l'économie. Oui. Ça, c'est de la culturation totale. Je vais vous dire une chose. Okay. Vous voulez résister? Oui. Apprenez à être vous-même. Okay. L'économie malienne veut résister. L'économie malienne doit apprendre à être elle-même. Et se transformer en fonction de sa propre réalité. Et sur la base de cette transformation, avoir la capacité de se vendre, de s'imposer aux autres. Mais s'il vous plaît, vous voyez votre habillement? C'est la culture d'une autre économie. Oui. Quelqu'un qui a cru à sa culture, qui s'est dit ma culture est la meilleure, je la développe, je fais croire qu'elle est la meilleure et je la vends. Et je demande aux esprits faibles, de croire que leur culture n'est pas la bonne. Ils vont laisser leur culture consommer mes biens, c'est fini. Et c'est ça l'économie, c'est fini. C'est ça. Parce que cette culture, sur la base de ça, puisque déjà ils ont un savoir-faire naturel, souvent transmis de père en fils, de mère en fille. Et donc, du coup, tout le monde, déjà, on n'a plus besoin de trop former cette main-d'œuvre parce qu'il y a un savoir-faire qui est là. Il suffit seulement de mettre le minimum de conditions et des industries pour que tout le monde commence à travailler.
Mais vous, dites-moi, vous voulez que l'économie malienne soit résiliente face à une crise. Mais qu'est-ce que nous avons su conserver de nos savoir-faire, de nos savoir-être? Dites-moi, montrez, donnez-moi seulement un seul exemple. On a tout laissé. Notre manière de parler, on dit que ce n'est pas civilisé. Notre manière de prier, on dit que ce n'est pas bon, c'est pour le diable. Notre manière de rêver, on dit que ce n'est pas bon. Notre manière de nous habiller, tout ce que nous avons. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que nous allons donner aux autres? Ce que nous savions faire, nous avons laissé tomber tout. Maintenant, ce sont les autres qui savent faire quelque chose. Comment voulez-vous que nous puissions les dépasser sur ceux qui savent faire? Ça ne peut pas être possible, c'est la triste réalité. C'est pourquoi nous devons revenir à l'essentiel, à nous-mêmes. Regardez les économies, même arabes. Regardez la Turquie à part. Elle a sa manière de faire à part. Regardez le Maroc. Est-ce que la manière de faire du Maroc est la même chose que la Tunisie? Non. Est-ce que c'est la même chose que l'Algérie? C'est la même chose que l'Arabie Saoudite? Mais pourquoi? Je prends ces pays parce que ces pays se réclament étant pays islamiques musulmans. Mais pourquoi? Vous n'avez pas compris? Mais vous au Mali, vous êtes qui? On ne sait même pas si vous êtes turc. On ne sait même pas si vous êtes marocain. On ne sait même pas si vous êtes Arabie Saoudite. Donc du coup, vous êtes une société, nous sommes une société extravertie. Même regardez nos biens de consommation, tout. Aucune économie ne peut prospérer sur ça. Mais là, je concède à la population. Théoriquement, ce sont les gouvernants qui doivent donner des orientations globales au niveau de l'économie. Donc dès lors que les orientations globales sont données, c'est fini. Regardez aujourd'hui. Dans le cas de cette crise, regardez ce que nous mangeons. C'est uniquement le pain. Le pain, c'est à base de blé. Oui. Or, c'est une culture qui nous est étrangère. Mais avant ici, nous avions des beignets que nous faisions sur la base de nos productions. Mais pourtant, depuis quand vous avez vu en place, ici, il y a des laboratoires d'autres qui ont été mis en place pour valoriser, améliorer la conception de ces beignets-là pour que nous puissions les consommer au niveau national et les exporter même dans d'autres pays. Pourtant, nous avions des sauces qui étaient faites sur la base de certaines feuilles, certaines choses, dont tout le monde vantait le mérite. Mais ces pratiques sont où? Mais c'est ça l'économie. Mais lorsque vous achetez les shawarma et autres, mais vous pensez que c'est quoi? Lorsque vous achetez les boissons, etc., tout ça, les vins, etc., c'est Dieu qui leur a donné. C'est leur culture. Ils ont cru, ils ont valorisé. Donc lorsque vous essayez de valoriser les éléments d'ordre économique qui reposent sur un socle réel dans votre économie, donc même en cas de crise, vous devenez moins fragile. D'abord, il y a la très forte création de la richesse, il y a une certaine indépendance, il y a une certaine résilience, ce qui vous permet d'être vous-même. Mais si vous donnez même votre âme au diable qui de garder, ben ça c'est votre affaire. Donc, advienne que pourra. Donc, l'économie malienne peut résister, mais faudrait-il que nous essayions de revoir nos manières de faire depuis la conception, la mise en œuvre, tout. Merci. Monsieur Diamtine, crise politique, crise sécuritaire, crise sanitaire et sanctions CEDEAO et UEMOA. À cela, il faut ajouter la crise économique mondiale. Alors, il faut quel modèle économique pour le Mali? Le modèle économique pour le Mali, il est simple. Au fait, je veux que vous sachiez une chose. Vous savez... Ah, Seigneur. Souvent, quand je regarde l'économie malienne, je pleure. Vous ne voyez pas mes larmes, mais je vous jure que je pleure. Je vous jure du fond du cœur. Ça fait pitié. Vous savez, l'économie malienne, comme beaucoup d'autres pays de la sous-région, évitons de regarder notre économie à la loupe, avec la loupe des autres. Quand vous prenez l'économie malienne, en matière d'emploi, comme je vous l'ai dit d'abord, je vais en venir tout à l'heure, mais développons ce que nous pouvons développer, ce qu'on a de mieux. Le commerce international, ce n'est rien d'autre que l'échange de culture. Parce que c'est votre savoir-faire. Même quand vous faites un avion, vous construisez un avion, c'est votre savoir-faire, votre savoir-être, c'est tout votre mode de pensée que vous mettez dans cet avion. Donc c'est un élément d'ordre culturel auquel vous donnez un corps. Vous comprenez? Oui. C'est ce que vous vendez. Mais si votre âme, vous tuez votre âme, vous l'égorgez, mais ça n'est fini pour vous. Ça, c'est deux. Deux. Vous qui parlez au nom des Maliens, économistes au nom des Maliens,
est-ce que vous-même vous êtes malien dans l'âme? Je vais vous dire une chose. Quand les emplois formels, en général, quand un emploi formel se crée chez nous ici, ça détruit 100 emplois informels. Oui. Apprenons à développer. Je prends un seul exemple. Regardez bien la Chine. Au début, on a dit médecine chinoise. On a dit téléphone chinois. Vous savez pourquoi? Parce que la Chine a voulu un essor technologique basé sur sa propre culture, même en matière de médicaments. Vous comprenez? Au début, la Chine n'avait pas le même talent que les autres. Mais la Chine n'est pas allée prendre automatiquement ce que les autres ont fait automatiquement. La Chine a observé ce que les autres ont fait, mais la Chine a développé sa propre médecine, son propre savoir-faire, son propre chemin. C'est vrai. Donc déjà, ça veut dire quoi? Les gens ont un savoir-faire. Vous ne leur dites pas? Vous ne leur dites pas? Non, laissez ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Mais aidez les gens dans ce qu'ils savent faire. Vous savez ce qui se fait chez nous ici? On va voir nos gens, ils sont agriculteurs ou bien ils sont guérisseurs, ils ont un savoir-faire, ils se nourrissent de ça, ils vivent de ça, tout. Le monsieur va en France ou bien aux États-Unis, il étudie, il vient. Il dit, vous là, vous êtes sale. Vous ne savez pas doser vos médicaments. Fermez. Il y a 200 personnes qui vivaient sur le plan de ça, sur la base de tout ce système. Maintenant, on envoie un médecin, une infirmière, une sage-femme. On crée 4 emplois, il y a 200 personnes qui deviennent pauvres. Ces 200 personnes qui n'ont pas de savoir, ils n'ont pas de métier, qu'est-ce qu'ils font? Ils se ruent sur la ville. Donc, l'exode rural. Ils viennent ici, il n'y a pas d'emploi, il y a une proportion qui devient délinquant. Une autre proportion, les faux métiers que vous voyez, la misère, donc tout ça. Donc, il faut que nos intellectuels apprennent à observer notre économie, à faire développer notre économie dans sa constitution réelle. Mais pas à regarder notre économie en se fondant sur les économies modernes. Parce que, c'est pourquoi, regardez souvent, il y a un concept, peut-être certains seront étonnés quand ils vont voir ça. Souvent, le concept, ils disent informel. N'est-ce pas? Mais quand je regarde, je ris. Vous, dans votre quartier, la grand-mère qui vend les beignets à côté ici, qui ne sait pas qu'elle vend du beignet? Qui ne sait pas? Personne. Tout le monde sait qu'elle vend du beignet, oui. Et qu'elle a l'argent dans ça. Elle finance l'école de son fils. Oui. Elle fait telle activité, elle gagne beaucoup de revenus. Mais le monsieur a quitté la France, il vient s'asseoir. Il ne regarde pas cette dernière, même en matière d'appui, on ne l'accompagne pas. On devait pouvoir les organiser, ces vendeuses de beignets là, leur donner un minimum de formation, les aider à devenir grands. Vous comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qu'on dit? On vient, on envoie une personne dans un centre moderne de boulangerie. Lui, on vient, on installe son entreprise là. On dit, lui, il est formel. L'autre là est informel. Les autres là sont informels. Donc, maintenant, même quand il y a des appuis, on dit c'est le monsieur là qu'on a installé là qui est sorti de l'école formelle, de l'école de l'autre là. Donc, vous voyez déjà, c'est un déni de la réalité. C'est un déni de la réalité. Madame, vous voulez aider chez moi au village. Mais les gens ont des activités réelles. Vous devez être à mesure d'observer les activités de ceux que les activités des gens, identifier leurs besoins et les aider réellement. Maintenant, s'ils ont besoin d'organisation, vous devez les organiser. S'ils doivent payer les impôts, si tout le monde constate que les vendeurs de beignets gagnent assez d'argent, c'est à vous de les organiser, de calculer un peu la marge bénéficiaire qu'ils gagnent et de savoir quel est le niveau d'imposition que vous devez leur imposer. C'est ce qui fait que souvent, même en matière de mobilisation des recettes fiscales, on a des problèmes. Parce qu'il y a un problème d'assiette. Parce que ceux qu'on veut chercher, c'est ceux-là qui ont fait l'école des Blancs, qui ont fait tel truc, qui ont fait telle maison, et ainsi de suite. Donc, voilà. Pourtant, tout le monde sait que le petit garagiste qui est à côté, l'autre qui est à côté, tout le monde sait. Le fonctionnaire qui est là, il a du mal à se construire une maison, mais lui, il est formel. Mais par contre, l'autre qui est là, dont on connaît l'activité, il a un véhicule, il a 2 ou 3 femmes, il a sa villa qui est là. Mais on dit non, c'est l'informel. Il faudrait que nous-mêmes, nous ayons la capacité d'abord
de comprendre les différents éléments qui caractérisent notre économie. Mais cela ne peut se faire que si nous regardons notre économie en tenant compte de nos réalités propres, mais pas en prenant comme référence la réalité des autres. Comme référence la réalité des autres. Oui. Parce que quelqu'un qui part étudier en France, quand il vient, il dit, mais vous êtes sale. Vous savez, sa référence, c'est quoi? C'est par rapport à ce qu'il a vu en France. Exact. C'est pas moderne. Sa référence, c'est quoi? C'est par rapport à ce qu'il a vu là-bas. Exact. Vous comprenez? Oui. Donc, même souvent, quand on vient, même souvent, les différents cours qu'on vous donne, n'importe quoi, management, etc., leur référence, c'est quoi? C'est par rapport à ce qu'ils ont vu là-bas. Or, chaque société doit avoir une évolution endogène. Dès lors qu'on viole, on ne respecte pas ces principes, on crée de sérieux problèmes. C'est ce qui fait que, structurellement, nos différentes économies ont des problèmes auxquels on a du mal à faire face. Donc, il faut que nous redescendions sur terre, que nous soyons des intellectuels au profit de nos communautés. Oui. Que le fait que nous ayons étudié ne nous distancie pas de nos communautés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Quand quelqu'un il étudie, il est devenu civilisé. Oui. Ça voudrait dire quoi? Si vous êtes civilisé, donc vous et les autres, vous n'avez pas grand-chose à voir avec les autres. Vous devez être une société à part. Merci. Okay. Est-ce que l'économie malienne peut résister à long terme à tant de difficultés? L'économie malienne a tous les atouts pour résister. Mais je dis encore, le problème, c'est dans le cas de la conception. Quand vous prenez l'exemple de la crise, vous avez parlé de crise économique, crise sécuritaire, etc. Quand vous prenez l'exemple de la crise actuelle, initialement, les autres pays membres de la CEDEAO qui ont pris les sanctions pensaient qu'en quelques semaines, 1-2 semaines, le Mali, on va mourir. Mais j'étais récemment à un débat télé même hier. Mais allez demander aux Sénégalais. C'est encore plus pire. Parce qu'il y a une certaine interdépendance entre les économies, qu'elles soient formelles ou informelles. Parce que ce dont on parle en haut, c'est formel. Même quand on ferme les frontières, les gens passent. Il y a un circuit informel qui permet aux économies, n'est-ce pas, de se maintenir. Oui. On a tout. Quand vous prenez un peu les richesses du sous-sol du Mali, tout le conflit actuellement là, c'est pourquoi? C'est à cause des richesses du sous-sol du Mali. Chacun voudra sa part, les grandes puissances voudraient s'assurer leur arrière en ayant un monopole sur les différentes ressources. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous, c'est l'intelligence. Oui. Nous devons avoir la capacité d'abord d'identifier ces ressources et de les mettre en valeur. Si nous ne pouvons pas les mettre en valeur, quelle est notre capacité de négociation pour que nous puissions avoir une bonne part là-dedans? Ça, c'est compliqué. Ce n'est pas Dieu qui donne. C'est la volonté qui donne. Oui. Maintenant, pour ce qui concerne la crise actuelle, un principal blocage, c'est quoi? C'est le blocage de la Banque centrale. L'impossibilité pour le Mali de jouir des prérogatives de la Banque centrale en matière d'émission des monnaies et aussi de recours aux marchés financiers qui constituent un blocage. Mais tout ça, c'est passager. Et même si ça devait perdurer, le Mali peut trouver. Oui. Les pays de part et d'autre, ça ne va pas. Même au Mali, ça ne va pas également. Donc, c'est pour dire que nous pouvons tenir, nous avons tout. Nous avons l'or. En plus, l'or qui est déjà une ressource avérée, connue, et les autres. Donc, on a un potentiel énorme qui sont presque avérés dans les autres. Prenez l'Office du Niger. L'Office du Niger qui a une zone avec 1 million d'hectares aménageables, qui avait été créé initialement pour que le Mali soit le grenier, pas du Mali, mais de la sous-région. Mais jusqu'à présent, nous continuons d'importer. Vous pensez que si nous étions autosuffisants en matière de riz et que c'est nous qui exportions, est-ce que nous serons aussi exposés comme ça? Nous avons aussi du pétrole. Vous pensez que si nous avions su valoriser tout ça, est-ce que nous serons victimes de la hausse du prix? Il y en a plein. Oui. En matière d'élevage, mais nous avons un potentiel terrible. Pour preuve, les Sénégalais se plaignent, les Ivoiriens se plaignent. Pourquoi? Parce que nos troupeaux ne partent plus. Ça se répercute sur le niveau du prix, n'est-ce pas? Et au niveau de la consommation là-bas, du prix de la viande, à tous les niveaux. Donc, nous avons toute l'intelligence, et tout ne se dit pas forcément officiellement, mais nous avons l'intelligence de faire face à toutes les adversités. Je dis bien
toutes les adversités. D'accord. Mais encore, l'élément clé, il faut valoriser la connaissance. Il faut mettre au cœur de tout la recherche. La recherche dans tous les domaines. Dans le domaine militaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, à tous les niveaux. La recherche au premier plan. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans la guerre entre la Russie et les autres? Pourquoi? C'est la recherche qui a permis à la Russie de détenir des armes aussi sophistiquées, presque une décennie avant les autres. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, les vaccins qui ont été trouvés dans le cas du Covid-19, mais c'est la recherche. Comment vous pouvez comprendre qu'après près de 60 ans d'indépendance, on ne peut pas parler d'indépendance économique si on ne peut pas assurer une indépendance militaire? Et que les fusils, les balles que vous tirez, que vous achetez, mais auprès de qui? Auprès de vos ennemis potentiels. Mais regardez récemment, même en Ukraine, il y a eu des cas d'empoisonnement lors des négociations simplement. Les partis pris, il y a eu des empoisonnements. Oui. Mais il faudrait qu'il y ait des savants, des chercheurs, même quand vous êtes, des éléments de vos délégations sont empoisonnés, que vous soyez en mesure de les traiter. Parce que ce que vous devez comprendre, vous, la nouvelle génération, ce que vous devez comprendre, Oui. à l'opposé de la vieille doctrine qui pense que la guerre elle est purement militaire, je vous dis c'est faux. Ok. Le fait de tirer les balles, c'est le dernier recours. On peut attenter à votre vie à travers une simple salutation. On peut vous donner un ordinateur simplement, comme cadeau, mais vous ne savez pas quelle puce ils ont mis là-dedans. Par votre téléphone, on peut vous tuer. Vraiment. Et donc, c'est lorsqu'on a épuisé tout ça, sur le plan économique, tout ça, on se dit, il n'y a plus d'autres moyens. Non, on va vous prendre avec les armes. Parce que chaque fois quand on prend des armes, il y a des morts de part et d'autre. Moi, je vais faire la guerre, mais je ne vais pas perdre quelqu'un. Mais ce qui est certain, quand je vais en guerre, quel que soit mon niveau d'équipement, je vais perdre des gens. Donc, le fait de tirer des coups de fusil, c'est presque le dernier recours que l'on a, qu'un pays a dans le cadre d'une guerre. Mais chacun de son côté est en guerre. Parce que dans le domaine de la santé, lorsque vous arrivez à inventer des virus que vous introduisez dans un pays, ils vont commencer à tomber malades. Maintenant, si vous avez un laboratoire chez vous, mais vous leur vendez des vaccins, des remèdes, etc. Si, même dans le domaine aujourd'hui, regardez, la Tunisie vend des services. Quel type de services? La santé. Oui. Combien de vos parents prennent les avions ici pour aller se soigner en Tunisie? Ça, c'est vrai. Mais ça fait combien de sous qui sont rentrés là-bas? Si nous avions su développer la santé ici, les Ivoiriens, les Burkinabés, les autres viendraient ici. Donc, c'est tout l'argent qui viendra. Exact. Donc, vous voulez qu'on tienne? Voici quelques éléments d'esquisse pour que vous sachiez que tous les secteurs sont importants, équivalents. Il n'y a pas un secteur qui est meilleur à un autre, parce que aujourd'hui, dans l'économie globale, lorsque vous êtes défaillant dans un secteur, ça se répercute sur l'ensemble des secteurs. Si vous êtes bien militairement, si économiquement vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas mener de longues guerres. Si économiquement vous êtes fort, militairement vous n'êtes pas fort, on va venir vous prendre un jour. Si militairement et économiquement vous êtes fort, sur le plan santé, vous n'êtes pas bien, on va nucléer des maladies chez vous, vous connaissez la conséquence. À tous les niveaux. Ou bien si du domaine des droits, vous n'êtes pas puissant, ils vont prendre des textes bizarres là, vous engouffrez là-dedans, vous ne vous en tirerez pas. Mais la guerre se mène à quel niveau? C'est à tous les niveaux. Donc le Mali peut s'en sortir. Pour preuve, je ne vais pas tout vous dire, je sais que durant cette crise-là, toutes les intelligences du Mali ont apporté leur contribution. Moi, je suis universitaire. On a fait un colloque en tant qu'universitaire. On a donné nos propositions, nos idées. On a tiré les sonnettes d'alarme. On a dit à l'État ce qu'on pense. Chacun à son niveau a essayé de donner du mieux qu'il peut pour que le Mali puisse sortir, grandir la tête haute dans cette situation. Monsieur Diamtouné, qu'avez-vous à proposer aux autorités maliennes pour surmonter tout cela? Pour surmonter tout cela, il y a quelques dimensions que nous devons interroger. Ok. D'abord, le Mali est dans une situation où il y a un enchevêtrement de crises, où les crises se sont rencontrées. La crise elle est sécuritaire, elle est économique, elle est sociale. Par rapport à chaque dimension, il faut une solution adaptée. Déjà, je les encourage par rapport aux différentes réformes initiées au niveau de l'armée qui apparemment portent ses fruits parce que
dans un passé un peu récent, nous sentions la menace sur Bamako, nous étions craintifs, Sikasso avait commencé à être bouffé, mais de plus en plus nous nous rendons compte que cette menace s'éloigne des centres urbains, que certains résultats probants sont là qui montrent que vraiment assez de travaux, beaucoup de travaux qui sont en train de faire au niveau de l'armée. Donc, je ne peux que les exhorter, les encourager à consolider, à toujours s'améliorer. Mais toujours par rapport à ça, pour une question de durabilité, je les conseille de mettre l'accent sur la recherche technologique dans ce domaine. D'accord. Parce que les acquisitions technologiques qu'ils font actuellement peuvent être dépassées dans un laps de temps. Parce que le monde est engagé dans une course de technologie, une compétition technologique qui fait que vous pouvez avoir une certaine avancée sur vos concurrents, mais à force de tenter de chercher, ils peuvent vous surpasser. Les équipements qu'ils ont aujourd'hui peuvent être surpassés par la partie adverse ou bien avoir d'autres technologies miniaturisées qui permettent un peu de limiter le potentiel de ce qu'ils ont. Mais s'ils essaient de mettre la recherche au cœur de l'action militaire, eux-mêmes peuvent améliorer les outils qu'ils ont acquis sur le marché. Eux-mêmes peuvent être à la base de nouvelles créations en matière de stratégie de guerre, en matière d'armement, pour qu'on puisse avoir une longueur d'avance sur nos potentiels concurrents. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas d'amis. Hein. Même votre voisin n'est pas votre ami. C'est vrai, c'est vrai. Il vous respecte quand il vous sent en position de force. C'est la seule loi qui a toujours été de vigueur dans le monde. Le Conseil de sécurité aujourd'hui, c'est l'émanation de quoi? Ce sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui sont assis, qui ont mis en place et qui les arrangent. Quand un a senti que le système mondial aujourd'hui ne l'arrange pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre un autre pays. Ils sont en train de reconstruire. Ça a toujours été ainsi. Avant que le blanc ne vienne ici, nos chefs, c'était la guerre. Je me sens plus fort. Je t'attaque, je te prends. Même en Europe, c'était la même situation. Donc, mais lorsque les grands s'affrontent à un moment donné, qu'ils sont fatigués, ils font la paix des braves. Ils s'assoient, ils essaient de mettre en place un équilibre pour permettre à chacun de respirer un temps soit peu. Mais quand ils respirent, après, la guerre commence. Donc, je le conseille sur ce point-là. L'autre point, sur le plan économique, il faudrait que nous proposions des solutions durables. Il faudrait que nous tentions toujours encore, en mettant au cœur l'initiative, la recherche au cœur de tout, mais que nous puissions valoriser nos ressources. Ça, c'est fondamental. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie, vivre repliés sur nous-mêmes. Mais cependant, dans le cadre des échanges internationaux, tentons au mieux d'être aux frères nets. C'est-à-dire que le revenu que nous tirions des activités de vente, des exportations, qu'elles soient supérieures, n'est-ce pas, à ce que nous dépensions dans le cadre des importations. Donc, il faudrait que notre balance commerciale soit structurellement excédentaire. Ça, c'est fondamental. Le Mali est assis si assez des ressources du sous-sol, souterraines. Et donc, nous ne pouvons pas aussi négliger l'aspect éducation qui forme les gens à valoriser ce côté-là. Quand vous regardez aujourd'hui l'éducation qui est complètement en déphasage avec la réalité socio-culturelle de notre pays. Regardez aujourd'hui les bacheliers. La plupart, c'est les filières de lettres, économie, lettres et autres. Mais les scientifiques sont rares. Mais dites-moi, vous formez quelqu'un en lettres modernes pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il travaille quoi? Quelle est son utilité? Dites-moi son utilité. Vous le formez plein en allemand pour devenir quoi? En espagnol, en arabe pour devenir quoi? Plein dans tous les lycées. Des filières économie par-ci par-là pour devenir quoi? Le Mali aujourd'hui produit peu. Nous avons besoin d'orienter nos filières de formation sur la production. C'est-à-dire quelle est la capacité de ce que nous formons
que leur capacité à valoriser la production agricole et à transformer la production agricole. Ce n'est qu'après les activités de production et de transformation que nous allons parler des activités de commercialisation qui est à un autre niveau. Nous n'y sommes pas pour le moment. C'est vrai, nous avons besoin de quelques éléments qui nous permettent de réfléchir des stratégies de commercialisation et autre chose. Mais ce dont il est question aujourd'hui, le principal défi qui se pose à l'économie malienne aujourd'hui, c'est beaucoup plus le défi de productivité. La productivité, elle est très faible. Allez-y prendre l'ensemble des domaines du Mali. Mais même dans le cadre du riz, on va vous parler dans d'autres pays de 10 tonnes à l'hectare, peut-être même 11 tonnes. Mais au Mali ici, on a à peine souvent 4 tonnes à l'hectare. Allez-y prendre les rapports. Ils vont vous dire 6-7 tonnes. Mais je vous défie, allez-y à l'Office du Niger. J'ai fait ma thèse sur l'Office du Niger. Allez-y à l'Office du Niger. Les rendements réels sont loin de ce qui est dans les textes, dans les papiers, dans les rapports. Donc le principal défi aujourd'hui, c'est le défi de la productivité réelle dans tous les secteurs. Au niveau, c'est bien, l'élevage, regardez bien, le Mali a un potentiel terrible. Mais si on vous dit encore jusqu'à présent, nous chassons nos animaux pour les emmener en Côte d'Ivoire ou au Sénégal pour qu'ils soient abattus là-bas. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas de cette réflexion en amont qu'il aurait fallu pour permettre une certaine valorisation. N'y est pas. Mais on ne peut pas avoir ces éléments tant qu'il n'y a pas la formation. Tout se base d'abord sur la formation. Regardez comment vous pouvez comprendre l'inefficacité politique. Quand vous prenez le Mali, en général, c'est entre 70 et 80% de la population qui est estimée être rurale. Mais quand vous prenez la principale activité en matière rurale, c'est l'agriculture, qui occupe souvent entre 40 et 50% peut-être de la population en matière d'activité principale. Mais regardez aujourd'hui, ces populations-là, si nous voulons lutter contre la pauvreté, c'est elles que nous devons aider, mais c'est qui on doit aider. Vraiment. Mais quand l'agriculture aujourd'hui est laissée pour compte, c'est pourquoi les mesures d'appui à l'agriculture sont faibles. Les plus grands pauvres, ils sont où? Allez-y prendre les statistiques de la pauvreté. Ils vont vous dire que la pauvreté est rurale. Ça veut dire que les mesures d'accompagnement qu'il aurait fallu apporter à cette couche, ces mesures-là ne sont pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut de manière durable? Il faut renverser tout ça. Parce que là où la population majoritaire se trouve, ce que la population majoritaire sait faire, si vous ne les aidez pas dans ce sens, si vous ne les aidez pas à se réorienter, à se transformer, c'est que vous les éjectez du système. Et c'est ce qui est en train d'être fait à travers les politiques publiques, qui visent à décourager une pratique. Aujourd'hui, on dit le Mali, l'activité économique repose sur l'agriculture. Mais l'agriculture aujourd'hui est perçue comme un métier par défaut. Vous allez voir qui étudier vouloir être agriculteur. Dites-moi, montrez-moi un. Ça voudrait dire que l'agriculture est perçue quoi? Comme une activité par défaut. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de mesure d'incitation. Même souvent quand on dit, on voudrait vous dire que quand vous terminez les études, oui, on va vous installer à l'office. Vous pensez que qui veut terminer les études ici, aller être installé à l'office? Vous connaissez un? Non. Personne. Donc déjà, il y a un contraste entre cette volonté politique affichée et les pratiques. Si on veut sortir, c'est ce que nous devons faire, il faut que nous devons corriger. Parce que le Mali doit dominer. Dominer sur quoi? Dominer sur la base de quoi? Sur la base des éléments à notre possession, c'est qu'est l'agriculture, c'est qu'est l'élevage, c'est qu'est la valorisation des ressources souterraines que nous avons et autre chose. Mais pour cela, ça doit se faire avec les Maliens. Et donc les politiques doivent être orientés vers ces populations-là qui leur permettent à valoriser les secteurs dans lesquels ils sont. Parce que lorsque dans un secteur, on arrive à générer des ressources supplémentaires, c'est ces ressources supplémentaires qui sont réinvesties ailleurs. Lorsqu'un paysan arrive à attirer assez de revenus dans ce qu'il fait, c'est ce qui lui permet de monter des entreprises, d'autres initiatives, etc. Mais si les politiques ne permettent pas à ces gens de sortir, ça devient un véritable problème. Maintenant, la colonne vertébrale de tout ça, c'est quoi? C'est l'éducation. Oui. Dans ce pays, l'éducation est foutue. On vous dit, et il faut faire passer. L'école apaisée. L'école apaisée, ça veut dire quoi? Quelle que soit la qualité, il faut faire passer. Des gens ont des maîtrises, mais demandez-leur d'écrire une demande, ils ne peuvent même pas écrire une demande. Il y en a plein. On ne peut même pas finir de les égorger.
Mais ceux-là, vous voulez qu'ils soient quoi? On est bon militaire quand on sait bien réfléchir. Ça voudrait que l'école vous a transformé à bien réfléchir. On est bon militaire, il faut savoir lire une carte, non? Mais ça, là, ça tombe du ciel? Non. On a déconstruit. Si le Mali veut dominer aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est un Malien qui sera président de la République. Mais on ne sait pas qui, mais s'il n'est pas bien formé, lui-même ne se rendra pas compte qu'il n'est pas bien formé. Il va prendre des mauvaises décisions. Et la conséquence, c'est quoi? Nous tous, nous sombrons avec lui. Donc le Mali peut sortir, doit sortir, mais le Mali doit avoir son modèle. Et ce modèle, c'est renverser actuellement la norme qui existe chez nous ici. Elle est fausse. D'abord, l'angle d'analyse, l'angle d'attaque est faux. Il faut qu'on regarde notre économie à partir de nos réalités propres. Mais pas prendre notre économie, l'analyser en fonction des réalités d'ailleurs. Vous allez amener un spécialiste, il va analyser, il dit oui, bon, faites comme ça. Vous voyez, en France, c'est comme ça, il faut. Mais la France, c'est la France. Au Sénégal, à Dakar, j'ai étudié à Dakar. Voici comment ils font. J'ai étudié à Dakar. Mais Dakar, c'est Dakar. Vous savez, quand vous connaissez mieux ce pays, allez-y dans le plateau de Dogon. Quittez là-bas. Venez un peu vers Ségou. Foncez un peu vers le nord. Allez-y à Kaï. Vous dites Mali. Mais on est complètement différent. La solution qui marche dans le plateau de Dogon ne marche pas forcément à Kenyeba, ne marche pas forcément à Kaï, à Bafoulabé, à Yelemani, à Kita, à Djema, à Nioro du Sahel. Vous comprenez? Oui. Donc cela dénote que nos décideurs aient le courage de connaître les réalités pratiques et qu'ils prennent la décision en tenant compte du vécu des gens. Qu'on revoit tout. Regardez bien. J'ai été étonné quand j'ai été dans le plateau de Dogon et que vous voyez des gens sur les collines descendre prendre de l'eau et faire du jardinage sur les collines, monter avec du sable et faire du jardinage. Mais c'est extraordinaire. C'est là que vous vous rendez compte de l'ingéniosité de nos populations. Vraiment, vraiment. Mais quand vous n'avez pas vécu dans un milieu pareil, vous ne pouvez pas savoir qu'on peut dompter l'environnement. Non. Pour vous dire combien de fois l'être humain est intelligent. Quand vous partez, vous voyez des maisons accrocher le flanc de la colline. Par-ci par les gens, ils vivent, ils font tout. Tout ça, c'est l'intelligence. Même regardez aujourd'hui, nos architectes, nos maisons. On part en Russie ou en d'autres, on a vu des technologies, on vient, on dit, voilà, j'ai vu ça là-bas. Mais il faudrait qu'on développe des choses sur la base de nos matériaux propres qui sont adaptables à notre environnement. Je vais vous dire une chose. Vous construisez des maisons à des dizaines de milliers de francs, mais vous ne pouvez pas dormir là-dedans à cause de la chaleur. Est-ce que ça, c'est nos maisons, ça? Mais pourtant, regardez avant nos parents dans nos villages. Je ne sais pas si vous connaissez les villages. Les villages, bon, vous, c'est pas évident. Mais quand vous rentrez dans les cases avant, même en pleine chaleur, quand vous rentrez, il faisait frais là-dedans. Regardez nos jarres avant. Même en pleine chaleur, quand vous puisez l'eau, c'est frais. Mais regardez maintenant. Pour avoir l'eau fraîche, on est obligé de brancher le courant. Et vous n'avez même pas de courant. Regardez maintenant, on a construit des bâtiments. On ne peut même pas rentrer là-dedans. Il fait extrêmement chaud là-dedans. Et cette forte chaleur encore engendre d'autres maladies. Mais dites-moi, est-ce qu'on a travaillé? Est-ce qu'on veut vivre longtemps? Est-ce que ça, c'est la durabilité? Mais par contre, allez-y au Japon, vous allez voir en fonction de leur environnement sismique et autres, ils ont développé des types de maisons qui s'adaptent. Dites-moi. Aïe! Mais vous voulez quoi? On ne peut pas réfléchir. Vraiment. Nous sommes un pays sahélien. Nous avons nos réalités propres. Nous avons l'intelligence. Qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir à partir de nos réalités et de nous enrichir de l'expérience des autres, mais pas de copier
d'adapter l'expérience des autres. Je n'aime pas ce terme. Nous pouvons nous enrichir de l'expérience des autres. Mais la base de la réflexion, c'est nous. Vous voulez qu'on ait notre modèle économique propre? Ça, c'est notre modèle économique propre. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Vous savez, le Mali, même si le Malien ne travaille pas assez, le Mali va vivre. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse culturelle du Mali lui donne un potentiel terrible. La cité des Daskia, c'est où? C'est à Gao. Oui. Moi, j'ai étudié en Côte d'Ivoire. Même là-bas, on a enseigné la guerre sanguine, le tombeau des Daskia. Si vous valorisez ça au niveau étatique, vous vantez ça avec des livres, des dépliants, etc. Oui. Les gens vont quitter les États-Unis, l'Afrique, partout, pour venir découvrir. Tout à fait. Vous n'allez pas avoir l'argent. Vous voyez la danse Takamba? Oui, Takamba. Même quand tu n'es pas son rail, quand tu vois ça, tu es content. Ouais. Si vous valorisez ça, les habits qui vont avec, vous essayez de moderniser. Qui ne va pas acheter? Personne. Vous ne serez même pas surpris un jour de voir notre président de la République d'un autre pays porter ça. Et Exact. mais si vous insultez ça toujours, vous dites que c'est cafre. Vous voyez le bal enfant? Quand vous regardez, vous êtes content. Mais si vous-même, vous ne valorisez pas ça. Or, quand vous regardez le système bal enfant avant, ça nourrit plein de gens. Celui qui tape le bal enfant, il gagne son argent. Celui qui a tam-tam là, il gagne pour lui. Oui. Ceux qui confectionnent les bal enfants, ils gagnent. Même les danseurs, on leur donne. Donc, vous voyez déjà, et ça leur permettait, et ils restaient avant dans le village. Dans toutes les cérémonies, ils étaient là, donc il y avait une certaine cohésion. C'est l'économie, je suis en train de vous parler comme ça. Hein? Oui. Et donc, vos centres d'art, etc., qu'est-ce qui vous empêchez de mettre en place un centre d'art au niveau du Mali, où on apprend les gens à danser balanfon, takamba, tout ça, des écoles, des professeurs, etc. Si vous valorisez ça, et que ça apprécie dans le monde, les Ivoiriens vont demander à ce que vous partez les former. Exact. Le Mali ne va pas avoir des gens, vous ne pouvez pas lutter contre le chômage là-bas. Regardez bien les gens du Nord, quand ils font leur truc, ils mettent ça au cou. Vous voyez, l'artisanat, autre chose. Même quand tu n'es pas du Nord, tu n'apprécies pas. Ils sont extraordinaires. Souvent, les couteaux, ils sont extraordinaires. Souvent, vous partez, vous achetez du n'importe d'autres choses en Occident, vous venez, souvent vous nous décrivez, vous voyez ça, ça signifie ça, on ne comprend même pas. Mais pourtant, ce qui est compréhensible, que tout le monde voit ici, accessible chez nous, c'est ce qu'on connaît. Mais vous voulez trouver quel type d'économie? Dites-moi, quel est le bien que vous achetez de l'Occident, qui n'est pas une réalité culturelle chez eux? Dites-moi. Dites-moi. Leur manière de s'habiller là, c'est la culture. C'est pourquoi regardez les Iranais, les Marocains, l'Arabie Saoudite, les Pakistanais, les Français, tant. Vous allez voir, même s'ils ont les mêmes manières, ils n'ont pas la même manière d'attacher. Pourquoi? Et vous? Mais c'est l'économie. Oui. Regardez bien, quand quelqu'un même part étudier, soit en France, quand il vient, il s'habille comme les Français. Oui. Mais en s'habillant comme les Français, c'est l'entreprise de la France qui tourne. Oui, c'est ça. Monsieur Diamtine, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quels sont vos derniers mots? Mon dernier mot d'abord, c'est un remerciement à votre endroit. Ok, merci. Parce que chaque fois que l'opportunité nous est donnée de dire ce que nous pensions, notre manière de voir les choses, nous remercions ceux-là. Ok. Nous prions Dieu qui nous donne la santé. Amen. Le reste, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Si nous voulons que le Mali soit construit, il se construira. Inch'Allah. Par nous, les Maliens, pour nous, les Maliens. Inch'Allah. Vous, les jeunes, faites-vous confiance, vous êtes capables de tout, vous avez un talent énorme et fou. D'accord. Mais votre problème, on vous a dit que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes rien. Et vous avez cru en ça. Non. Ceux qui vous ont dit ça, c'est eux qui ont atteint leurs limites. Ceux qui sont en train de triompher partout dans le monde aujourd'hui, là, ce sont les gens de votre génération. Nous attendons de vous que vous montrez que vous êtes capable à la hauteur de ceux qui sont ailleurs et que même vous êtes les meilleurs. Et nous savons que vous le pouvez. Merci. Cela met fin à ce numéro de débat économique dont j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Nous étions avec professeur Abdul Karim Diamtine sur le thème crise sanitaire, sécuritaire et économique. Pour plus d'informations, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube. Et on se donne rendez-vous le vendredi prochain pour
pour un autre numéro de débat économique sur MBTV, la télé 100% pour l'économie et le monde des affaires du Mali. D'ici là, prenez bien soin de vous.